Et c'est pour ça que je suis content, de par mes fonctions additionnelles de facility management, de gestion de données, de gestion des coûts, de gestion des surfaces, de cette ingénierie facilité, de pouvoir aider le concierge pour qu'il le fasse au mieux, qui était à la base le métier de mes parents. Et ça, c'est vraiment mon amour pour le FM, c'est que ça relie un peu mes vies. Cet épisode est la première partie d'une série de 3 épisodes. Tu te demandes ce qu'est le Facility Management et en quoi est-ce différent de la maintenance? Quel est le rôle d'un FMeur pour un bâtiment et quelles sont ses tâches quotidiennes? Pour ceux qui s'intéressent au BIM, on pourrait aussi se demander quelles sont les données qu'ils utilisent. Ou encore, quoi un Facility Manager pourrait aider au développement d'un projet. Nous allons tenter d'y répondre avec nos 2 invités du jour. L'un travaille comme responsable du bâtiment pour une commune du canton de Genève. Il participe à des recherches sur le thème du FM anticipatif pour le laboratoire Transform à La Chauillère, Fribourg. L'autre est un ingénieur de formation et il travaille chez un acteur majeur du real estate et du FM en Suisse comme gestionnaire de projet. On a le plaisir d'accueillir Michael Arrojo et Fouad Arfaoui. Salut Michael, salut Fouad, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette conversation constructive ici chez M. Berger à Lausanne. Hello, ouais, bienvenue. Merci. Merci pour votre invitation. Ouais. Alors, on nous a beaucoup demandé d'aborder le sujet du facility management. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est le facility management? Alors, le facility management, c'est assez large comme terme. Moi, je pense c'est différents métiers qui sont en lien avec la gestion d'un bâtiment. Pour simplifier. Après, il y a plusieurs structures. Peut-être, Michael, il pourrait mieux les définir. Mais littéralement, on gère un bâtiment de son infrastructure à la partie technique, à la partie commerciale. Donc, c'est là où, vraiment, il faut se dire que c'est un bâtiment qu'on gère, qu'il soit de type pharma, de type logement, de type production. Donc, c'est vraiment un métier de gestion de bâtiment. Oui, je vais peut-être un peu compléter. Donc, dans la gestion du bâtiment, il y a la partie technique du bâtiment. Donc, on va retrouver un peu les installations, les critiques ou autres avec les maintenances traditionnelles qu'on peut tous imaginer. La gestion infrastructurelle du bâtiment, où là, on va retrouver des choses qui sont autour du bâtiment. Donc, la conciergerie, le courrier, les stockages et plein d'autres choses qu'on déterminera un peu au fur et à mesure de la discussion. La gestion commerciale du bâtiment, où là, on a un autre aspect avec les gestions locatives du bâtiment, les baux, les résiliations, tout ce qui va lier à la gestion commerciale de ce bâtiment, qui va être plus ou moins mix selon la conception même du bâtiment, et la gestion des surfaces. Et on va avoir tous les types de surfaces avec la ICA 416, par exemple, qu'on discutera peut-être aussi au cours de la discussion. Et là, on retrouve, grosso modo, les grandes thématiques autour du facility management à ce jour, voilà. Ok. Ouais, donc en fait, c'est vrai que nous, en tant que mandataire ou maître d'ouvrage, souvent on imagine le FM comme étant uniquement l'exploitation. Puis on voit, on se dit, il nous faut du personnel dans les ateliers, etc. Il y a des machines, il y a de la maintenance sur les machines, sur les appareils. Mais toute cette partie-là, elle est, je trouve, assez méconnue en fait, du grand public. Donc c'est vraiment un ensemble, on va dire, de plein de tâches pour servir, on va dire, la fonctionnalité du bâtiment. Exactement, oui, c'est ça. C'est vraiment servir toutes les activités d'un bâtiment, que ça soit d'un point de vue vraiment infrastructurel. Quand on dit infra, c'est-à-dire on sort un peu la partie technique. Donc on peut parler du nettoyage, on peut parler de la gestion des déchets, etc. Et après, il y a vraiment la gestion technique qu'on voit, à laquelle on pense généralement quand on dit facility management. Donc c'est vraiment la gestion du bâtiment d'un point de vue maintenance, comme l'a dit Michael, d'un point de vue également plan de maintenance et d'investissement également. Donc ça regroupe beaucoup de métiers. Et si on doit vulgariser ça, vraiment, c'est quelqu'un qui a un appartement chez lui et il se dit j'ai besoin que quelqu'un me le gère de A à Z, j'ai envie de rentrer chez moi, que ça fonctionne. Et c'est là où ça crée vraiment un service derrière et des métiers. C'est-à-dire, voilà, je rentre chez moi, ma cuisine, il n'y a pas de panne, la lumière fonctionne, le chauffage est là, mon appartement est propre. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment pour vulgariser. Après, si on tire le trait, ça remonte sur des bâtiments, des zones de production et une diversité d'activités, quoi.
Oui, aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. Donc, on va en parler, je pense également, mais ça va beaucoup loin parce que aujourd'hui, le bâtiment va engendrer des données. Et ces données-là, en fait, autant auparavant, il n'y en avait pas. Donc, on va s'arrêter à des choses assez, on va dire, ce qu'on attendait d'un exploitant. Aujourd'hui, un exploitant, on va lui demander de traiter de la donnée et X dizaines de données qui vont venir de X dizaines de types de métiers. Et aujourd'hui, le facility management et l'exploitation, c'est aussi ça, en fait. Et comme on l'a dit, c'est plus que dans la maintenance, c'est aussi dans le nettoyage, c'est aussi dans les espaces verts, c'est aussi dans la gestion des stocks, la gestion logistique autour du bâtiment. Et ça développe aussi de nouveaux métiers au sein même du facility management, ce qui n'existait pas il y a quelques années. Et ça va jusqu'à même, je dirais même aux investissements. D'ailleurs, on nous dit, voilà, il faut être au courant de toutes les normes, de tous les nouveaux produits, etc. Et comment, au-delà de la situation à l'instant T du bâtiment, voilà, nous, on a un objectif d'économie de coûts, parce que généralement, un bâtiment pour un mandataire ou un propriétaire, un bâtiment, c'est des charges. Ça ne crée pas de la valeur. Quelqu'un qui est dans un groupe pharma, pour lui, ce qui crée de la valeur, c'est son produit. Un bâtiment, pour lui, c'est des coûts. Donc, généralement, c'est de la valeur sur laquelle il veut faire des réductions, etc. Et nous, on rentre un peu dans cette thématique-là de gestion, d'investissement. Voilà, on a ce qu'ils appellent généralement le threshold. Donc, sur certaines années, il faudrait faire des économies d'énergie, il faudrait faire des économies de coûts, etc. Donc, on dépasse la zone d'exploitation pour dire vraiment le quotidien, le business as usual, mais vraiment c'est d'avoir cette vision-là sur le long terme et qui crée d'autres métiers, qui crée d'autres services. Et c'est là où nous, on s'intègre pas mal avec Michael sur nos activités, c'est sur cette vision-là à long terme du project management. Donc c'est assez intéressant, c'est très très divers. Donc là, en fait, si on prend, on sent qu'il y a quand même quelques grands domaines. Quand on préparait l'interview, on a parlé de GTB, de GCB. Vous arrivez juste à donner ces 3, 4, 5 grands thèmes et puis une définition claire. Peut-être que les gens comprennent, et puis si une fois on leur parle de ces abréviations, qu'ils se rendent compte de ce que c'est. Ouais, exactement. Des définitions. C'est assez, parce que nous, on est dans les métiers, donc on se comprend vite, mais pour le vulgariser encore un peu plus aux écouteurs et aux auditeurs, bon, je te laisse Michael, parce que toi, tu les maîtrises un peu plus. Alors, la gestion technique du bâtiment, donc c'est le GTB. GTB, voilà. Exactement. Donc, le GTB, c'est aussi des gens qui sont dans le ProLemo. Donc, on classifie aussi les CAFM, les données dans ce sens-là. Donc, on va assez loin. Donc, le GTB, donc là, on va retrouver toutes les installations, des installations critiques, non critiques, avec des maintenances préventives. On va retrouver des choses qui sont liées au bâtiment lui-même, autour de la climatisation, du chauffage, des sanitaires, de l'hydraulique, de l'électricité. Donc, on va classifier, nous aussi, nos métiers dans ce sens-là. On va classifier nos interventions aussi dans ce sens-là. Donc là, on est vraiment sur la gestion technique du bâtiment comme on l'entend. Voilà, c'est ce que les gens, en fait, historiquement imaginaient comme étant le FM. C'est une partie. Ouais, enfin, voilà, mais c'est ce que, un peu traditionnellement, quand les gens ils se disent du facility management, c'est ça qu'ils voient, en fait. C'est ça. Et c'est ce qu'on attend généralement de nous, et c'est là où il y a beaucoup de concurrence, et où on va avoir des acteurs spécialisés sur des verticales, comme je dis, hydraulique ou sanitaire ou électrique, ou avec des verticales aussi sécurité, électricité, par exemple. Là, on a beaucoup d'acteurs et des acteurs qui sont spécialisés, mais c'est pas que ça. C'est aussi, ce que vous avez très bien dit, le GIB avec la gestion infrastructurelle du bâtiment, qui se développe de plus en plus. Donc, le FM, il faut savoir que pour la plupart du temps, c'est de l'externalisation de services. Et là, on externalise des services aussi dans beaucoup de domaines, comme la conciergerie au sens large du terme, les espaces verts, la gestion du courrier, la gestion des stocks, la gestion, le nettoyage, la gestion des déchets, quelquefois l'accueil, la réception. Enfin, ça va sur une palette. L'économa, exactement. Ça va sur une palette assez large du thème. Donc ça, c'est vraiment le GIB qui aujourd'hui prend beaucoup de place et qui prend des thématiques qui sont forcément quelquefois un peu plus méconnues, où on a moins d'acteurs spécialisés aussi quelquefois, comme on peut l'avoir dans la gestion technique du bâtiment, qui aujourd'hui est assez concurrentiel, on va dire. Et là, ça demande aussi de la part du facility management de comprendre les vrais besoins du propriétaire, du mandataire ou des locataires, pour certaines fois. Et après, la troisième catégorie, c'est GCB, c'est la gestion commerciale du bâtiment,
où là, on va retrouver aussi des domaines du real estate, avec la gestion des bails, les résiliations. Et là, on va rentrer vraiment sur la gestion commerciale du bâtiment, avec des acteurs qui sont encore autres que généralement ceux du GTB et du GIB. Vous voyez, c'est encore des métiers qui sont complètement différents. Et la dernière, et non des moindres, c'est la gestion des surfaces, où aujourd'hui, le bâtiment coûte, comme il l'a très bien dit Fouad pour la question précédente. Et là, on va essayer de savoir les types de surfaces, quel type d'exploitation. Et là, c'est aussi des nouveaux mandats qui apparaissent, avec des space planners, par exemple, la gestion des bureaux. Et il faut avoir encore une autre casquette et d'une autre connaissance. Donc, c'est des verticales, mais qui vont aussi emmener certaines transversalités dans le facility management, parce que notre rôle, c'est aussi de pouvoir optimiser, créer de la polyvalence. Donc, nous, on doit aussi aller chercher, c'est là que se fait l'avantage concurrentiel aussi entre les sociétés de facility management et de la gestion de projet aussi. Il y a, on prépare aussi cette interview, on parle du FM, mais il y a aussi le FM anticipatif. Vous pouvez, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, on va dire, pour simplifier, que la vision aujourd'hui du FM, c'est vraiment l'exploitation du bâtiment dans sa vie, quoi. Voilà, c'est-à-dire il y a des personnes, donc on gère le bâtiment. Quand on est sur du FM anticipatif, c'est-à-dire on arrive en amont de la mise en service d'un bâtiment, généralement, et on essaye d'accompagner la maîtrise d'œuvre ou le maître d'ouvrage sur les bonnes pratiques à mettre en place sur ce site. Typiquement, voilà, donc lui, il a défini une zone de circulation, de mobilité. Donc nous, on arrive, on lui dit, voilà, avec toutes les bonnes pratiques qu'on a, ça va fonctionner, ça va moins bien fonctionner, ça ne va pas du tout fonctionner. En tant qu'FM anticipatif, on arrive à un instant du projet où lui, il a encore la main de faire certaines modifications et d'optimisation. Après, je pense que je vais laisser Michael compléter. C'est à quel moment l'échelle du temps le FM anticipatif doit arriver? Est-ce que ça doit arriver au lancement d'un projet d'architecture où on est vraiment en amont, ou 6 mois avant la mise en service d'un bâtiment? C'est là où cette échelle-là, aujourd'hui, on est en train encore de la définir. Pour nous, plus tôt on arrive sur un projet, mieux c'est. Après, est-ce qu'il faudrait vraiment arriver au tout début du projet? Ça reste quand même des questions à se poser. Mais voilà, en tout cas, la différence entre les deux. Donc, il y a, juste pour résumer, donc il y a le FM, donc c'est vraiment pendant l'exploitation du bâtiment. Donc, on arrive à un instant T, un bâtiment qui existe pendant 30 ans, on arrive, on va le gérer. Et en FM anticipatif, on est en amont d'une construction, en amont d'une mise en service. Après, si on prend les cycles de vie du bâtiment, donc conception, construction, exploitation, SIA 112 et SIA 113, on a le FM anticipatif qui vient donc en amont de l'exploitation. Donc, à définir si c'est pendant la phase conception ou pendant la phase de construction. Ça peut être un peu des deux, selon certaines temporalités, selon certaines fréquences. Donc, ça, c'est à déterminer. Mais qui a encore un rôle différent du facility management qui est en exploitation, car ça va appeler d'autres facettes, d'autres outils méthodologiques. Donc, on va parler de change management, donc de conduite du changement, de gestion de projet aussi, de connaissance de ces métiers, de ces phases de conception, de ces phases de construction, pour pouvoir s'imbriquer en fait dans ces phases amont de l'exploitation. Donc ça, c'est très important d'avoir une différence entre... On le vit, on va peut-être en discuter un peu plus tard, mais on le vit sur un projet qu'on a, un gros projet, où on voit qu'on a des facettes différentes, facility management, et des maturités différentes. Et typiquement, là, on a vraiment deux mondes qui sont encore différents, mais qui vont être complémentaires. Alors, et c'est là où il faudrait vraiment être très polyvalent, hein, parce que, comme disait Michael, les deux mondes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, quand on est sur du business as usual, c'est vraiment du travail d'exploitation. Là, on est sur de la conceptualisation, sur des bonnes pratiques, sur de la gestion de projet, sur du change management. Et quand on dit change management, ce n'est pas uniquement dans de l'organisationnel, mais c'est aussi dans du structurel. Donc, c'est se dire, OK, on est parti sur une telle idée, il faudrait vraiment appliquer une autre bonne pratique d'un autre site, etc. Et ça, c'est des exercices et des compétences
très diverses et je dirais même sur le prisme du métier qui sont quasiment à deux bouts. Hein. Si on prend le même continuum, c'est à deux bouts. Hein. On est sur de la conceptualisation et après, quand on est sur du FM, sur vraiment du pratique. On réalise ce qu'on a conceptualisé en anticipatif. Et c'est là où ça devient très intéressant. Et puis, justement, on a donc le FM anticipatif. Finalement, alors c'est peut-être dans mon imaginaire, mais quand on est en exploitation, j'imagine que de connaître bien son bâtiment et puis de connaître les différents appareils ou bien les différents services, ça permet aussi de mieux anticiper les budgets, de mieux planifier justement des arrêts, des mises à disposition de matériel, des choses comme ça. Moi, j'imaginais un petit peu ça, en fait, comme étant du FM anticipatif. Ça viendrait se placer où, ça? En fait, finalement, d'utiliser les connaissances du site pour justement planifier le budget, la charge de travail. J'imagine aussi, si vous avez sur un site industriel un gros arrêt de maintenance, à un moment ou à un autre, vous allez avoir besoin de beaucoup de monde d'un coup. Puis c'est des gens ponctuels ou bien des entreprises externes qui viennent que pour ça. Où c'est que ça se place justement dans votre FM ou FM anticipatif? C'est plutôt dans le FM du coup. Alors ça c'est un cas typique du FM. Parce que là on est vraiment sur de l'activité. Par exemple, si on prend une zone de production où on a des chambres blanches en pharma, il y a par exemple s'ils sont en production H24 7 jours sur 7, il faudrait faire une intervention de maintenance. Ça, on rentre sur des plans de maintenance de l'exploitation. Donc, on est réellement sur la vie du bâtiment. C'est-à-dire, voilà, pendant l'été, de telle semaine à telle semaine, il faudrait faire une intervention d'intervention de maintenance sur telle zone. Donc, ça se planifie, ça se budgétise, etc. Mais ça se décorrèle du FM anticipatif. Le FM anticipatif, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire... Ici est définie une salle blanche. Il faudrait définir un plan de maintenance qu'on définit avec les bonnes pratiques. On dit attention, il y a ceci comme contrainte, il y a ça comme contrainte, etc. Et il faudrait le garder à l'esprit pour la suite dans l'exploitation. Donc ça reste quand même de la conceptualisation. On donne les bonnes pratiques, on donne les bons points à faire. Mais d'un point de vue réellement de quelle équipe, quelle charge, etc., on peut le définir dans des concepts. Mais en réalité, ça va être de la partie FM. Mais la partie anticipative, elle va beaucoup aider. Ouais. Parce que si on n'a pas défini ce local, donc je reviens sur la gestion des surfaces, et qu'on n'a pas défini, et si on connaît l'utilité du local et qu'on l'a arrêté ou qu'on a arrêté des scénarios, parce que des fois on ne peut pas s'arrêter sur un scénario en construction, il faut être aussi réaliste, et qu'on a arrêté des scénarios, le FM anticipatif va permettre de conceptualiser des concepts, peut-être réaménager ou pas certaines affectations de la salle, donc on parle vraiment d'architecture, et après seulement, il va aussi permettre dans son anticipation d'implémentation en facility management, il va permettre aussi de prévoir dans son appel d'offres des types de maintenance. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on va pouvoir anticiper des coûts et réduire des coûts, parce que vous savez très bien, quand on fait intervenir une entreprise de maintenance sur des coûts qu'elle n'avait pas prévus, les coûts vont être de plus en plus élevés, alors que si ça a été anticipé avec des maintenances dites préventives, on va pouvoir absorber des coûts ou des coûts futurs. Voilà. Justement, cette continuité du FM anticipatif du FM, c'est une pratique courante maintenant, ou pas assez? Alors moi sur les appels d'offres, parce que j'en fais beaucoup, je le vois se développer. Hein. Sincèrement, en fait, il y a une prise de conscience de l'intérêt d'être en amont du projet. Après, on en discutait ce matin. On n'a pas assez de recul aujourd'hui de voir réellement l'impact final d'un point de vue optimisation des coûts, du planning, des ressources, etc. Parce qu'on n'a pas... Ça vient, en tout cas, nous, de notre expérience, ça commence. On est sur cette vague-là, on l'a prise avec tout le monde. Après, comment on va la surfer, cette vague-là, elle va venir plus tard. On a des estimations de se dire, voilà, je pense, Michael, il a fait des données, des publications par rapport à ça. L'anticipatif aura un impact positif. En tout cas, nous, on en est caution. Au-delà du coût, c'est sur l'exploitation même du bâtiment. C'est-à-dire, si on anticipe, comme il a dit, les surfaces, c'est même lors d'un appel d'offres, etc., il n'y aura pas, entre guillemets, de coûts cachés. Parce qu'on aura dit,
voilà, en fait, telle maintenance est à telle date, telle zone sert à telle... Donc, en réalité, on maîtrise ce qu'on appelle le TCO après, donc le Total Cost Ownership. Si on participe réellement dès le début, en amont de l'anticipatif, l'impact que ça aurait sur la suite est réellement positif, forcément positif. Parce que tu découvres tout, quoi. Mais on commence aussi à le voir. Donc lui, il le voit sur les appels d'offres. Moi, j'y suis pas. Je suis plus dans l'opérationnel, mais on commence à le voir dans les bonnes pratiques de l'AMO, du maître d'ouvrage aussi, qui commence à parler de ça, qui commence à venir avec ça. Bon, c'est aussi parce que c'est aussi dans Bound Digital, c'est de plus en plus conseillé, même dans le Prolemo, dans pas mal de choses. Donc, mais ça vient doucement aussi sur les projets. Et si ça vient en appel d'offres, c'est vraiment génial, quoi. C'est une chose qui va être bénéfique pour l'exploitation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est moi ce que j'ai remarqué, parfois en fait même le client, c'est par expérience, il a compris l'intérêt. C'est-à-dire, par exemple, il a un bâtiment qui fonctionne depuis 5-8 ans, il veut faire une extension, une deuxième zone de production juste à côté. Il se dit, en fait, il faudrait même dire vraiment par expérience, je sais que si j'implique le FM dès le début, ça va me faire éviter certaines problématiques. Et donc, c'est là où la conscience, je pense que la conscience, elle est née d'une expérience vécue. Réellement, ils se sont dit, OK, là, on a compris qu'il y avait des enjeux assez importants quand même sur l'exploitation. Les bonnes pratiques, elles existent quelque part. Et on arrive à les retrouver dans le secteur FM, que ça soit en externe chez nous ou en interne, même au sein de leurs mêmes équipes. Ils se disent, OK, on va intégrer ce qu'ils appellent généralement en interne les services généraux, parce que là, d'un point de vue réellement exploitation, ils vont nous dire, ah, non, cette zone-là de production là qu'on est en train de construire, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Sinon, on rentre dans un schéma, parce que la mise en projet d'une nouvelle zone de production sans avoir consulté le FM, on se dit, OK, on a construit, ça c'est fait, on refait la même. Donc, refaire des cubes de la même façon sans avoir pris en connaissance tous les lessons learned qu'on a eu, ça n'a pas forcément de sens et c'est pas forcément bénéfique. Donc oui, c'est en train de remonter, c'est en train d'être de plus en plus présent et ça se développe très très vite. Ça se développe très vite. Ouais. Et puis justement, selon vous, enfin vous êtes prestataire externe, vous possédez pas ces bâtiments, enfin en tout cas enfin toi peut-être un peu, oui effectivement, un peu plus dans mes nouvelles fonctions. Ouais. Ton côté, vous êtes propriétaire et exploitant. De ton côté, toi, tu es vraiment exploitant ou en tout cas support à l'exploitation. Est-ce que les propriétaires, ils devraient avoir une équipe interne FM, ou est-ce que la pratique, c'est plutôt d'externaliser ça, ou est-ce qu'il y a un moment ou un autre une bascule où la personne dit j'ai trop de bâtiments, ça coûte, ou bien il faut trop de services différents pour pouvoir gérer ça? Comment ça se passe au niveau de l'organisation pour un propriétaire? Alors, généralement, nous, on intervient... Généralement, en fait, dans les propriétaires, soit ils ont une équipe en interne, et ils se sont rendus compte, encore une fois, je reviens sur la valeur, ils se sont rendus compte, voilà, c'est-à-dire un bâtiment, ça coûte, ça ne crée pas forcément de la valeur, c'est que des coûts. Donc, ils externalisent. Bon, c'est le schéma classique de toute entreprise. Mais ils gardent généralement certaines personnes décisionnaires des services généraux, du FM, du Facility Management, en interne, qui restent une interface avec nous. Il y a une deuxième partie où certains propriétaires, s'ils n'ont pas beaucoup de bâtiments, ils préfèrent continuer à gérer eux-mêmes, sans avoir d'équipe interne de services généraux, et ils piochent un peu à la carte certains services pour lesquels eux, soit c'est beaucoup de coûts, soit ils n'ont pas l'expertise, soit ils trouvent que c'est plus valorisé s'ils externalisent cette activité. Donc tous les cas se présentent. Moi, je pense que plus le client a un portefeuille assez conséquent, plus il passe généralement par des externes, parce que ça lui limite les coûts et ça permet de décharger cette zone-là de l'exploitation du projet, ça on pourra en discuter après. Mais dans la globalité, généralement, ils gardent quand même certaines équipes en interne. Oui, après, c'est vrai que le fait d'internaliser, en tout cas certaines fonctions clés, permet de garantir une qualité optimale. Par exemple, si je prends pour une commune, le fait d'avoir un concierge qui est dans une école,
on garantit une certaine qualité dans l'école, une certaine qualité de vie aussi pour les écoliers, pour une commune, ce qui va aussi permettre aussi d'intervenir en cas d'urgence. Et ça, on va dire, c'est les bonnes pratiques autour du facility management. Par contre, il y a des verticales, il y a des spécialités. Et là, il va avoir, je pense que c'est au début, l'externalisation du facility management était plus sur ces spécialités-là, de garantir auprès de professionnels une intervention de qualité. Par exemple, on n'en a pas parlé, mais le pest control, le traitement des nuisibles, c'est un métier à part. Et c'est très, très dur d'avoir des gens qui peuvent traiter ce genre de choses en interne. Donc, on a des sociétés spécialisées et une externalisation à ce sujet-là, c'est tout à fait normal. Et c'est pareil pour les ascenseurs, où on a une oligopole, par exemple. On est obligé de traiter ce genre d'éléments. Et c'est vrai que c'est des questions qui reviennent assez souvent et qui sont souvent remises aussi sur le tapis régulièrement pour savoir est-ce qu'on est bon au niveau de l'internalisation. Mais on parle d'externalisation, mais il y a une nouvelle chose qui apparaît de plus en plus aussi dans le facility management, c'est l'internalisation. C'est-à-dire à quel moment aussi on garde la donnée qu'on a de l'exploitation pour garder cette valeur-là auprès de nos bâtiments. Donc c'est quelque chose qui est en train de surgir un peu chez les mandataires, chez les propriétaires, pour se dire est-ce qu'on a tout intérêt à peut-être internaliser cette fonction, des fonctions clés qui permettent une bonne qualité au sein de mes bâtiments aussi. Ça marche dans les deux sens. Ok. Ouais, donc il n'y a pas vraiment de tendance où on sort tout, bien tout internalisé à l'heure actuelle. C'est vraiment un peu au cas par cas en fonction du type de business de l'entreprise ou de la production, du type de site. Enfin, avant, on parlait d'un cas hyper simple, par exemple d'une maison ou peut-être d'un petit immeuble. On peut comprendre que pour un ensemble d'immeubles, il y a peut-être un concierge sur place qui va faire toutes les petites choses pour avoir plus de flexibilité, une intervention directe, etc. Par contre, c'est clair que c'est pas le concierge où on va pas avoir quelqu'un à temps plein pour s'occuper des ascenseurs pour 3 immeubles. Donc, il y a aussi, je pense, une question de cohérence par rapport à la structure ou la taille de l'entreprise. Exactement, Et la des structure, coûts. l'échelle, Ouais. La qualité attendue. la qualité attendue, exactement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même cette susceptibilité ou cette sensibilité à se dire ne pas externaliser pour externaliser. Donc, ce qu'il y a peut-être, c'est bien sûr qu'il y a ces études de coûts, qu'il y a ces remises en question, mais il y a aussi, en tout cas en Suisse, il y a aussi cette question par rapport à la qualité qui se pose aussi. Et puis, alors, on a un tout petit peu parlé avant, mais justement, si vous deviez donner peut-être des exemples ou bien des expériences, comment est-ce que le FM ou le FM anticipatif, en fait, il peut aider à réduire les coûts ou à améliorer l'expérience, on va dire, utilisateur, client, locataire, tous les jours? Alors, l'anticipatif, c'est assez. Je pense que c'est assez clair, assez linéaire. C'est-à-dire, par exemple, si on a une activité sur laquelle l'entreprise mandatée maîtrise toute la chaîne de valeur, typiquement si je prends la gestion des déchets, si on connaît les bonnes pratiques, on sait comment optimiser, c'est-à-dire on peut dire, voilà, sur l'échelle de 2, 3, 4 ans, on peut s'engager sur une réduction de 5-10%, à la fois des coûts, à la fois des déchets, etc. Donc voilà, toutes les bonnes pratiques qu'on connaît et qu'on a apprises au fil du temps. Après, concernant la satisfaction des collaborateurs, du client, en somme, c'est réellement après par rapport à l'activité même de l'exploitation. C'est-à-dire, pour améliorer la satisfaction d'un client, ça se base ça part sur 3 étapes. Donc la première, c'est comment il définit, lui, son KPI, donc je ne sais plus, c'est son point clé. Comment nous, on peut le faire et comment on peut s'engager pour atteindre ça. Et ça devient réellement une activité, c'est de l'ordre de l'activité quotidienne. Donc le FM, son but réel, encore une fois, moi je reviens sur cette idée-là, c'est la réduction des coûts de l'exploitation. Parce que généralement, en tout cas de ma vision, un bâtiment n'est qu'une charge. C'est vraiment une charge. Et comment limiter cette charge-là? Donc en passant par nous, notre objectif, en tout cas notre métier, c'est de réduire ces coûts-là. La réduction des coûts ne veut pas forcément dire la réduction de la qualité, comme l'a dit Michael, mais un coût réduit sur une échelle de temps est relativement assez faisable et nous, on peut s'engager sur ce genre d'activité.
que ça soit en anticipatif ou durant le mandat même. Parce que moi, je le vois sur tous les appels d'offres, on nous dit, voilà, à l'échelle de 4 ans, il faudrait qu'on ait réduit de 20%. Et nous, sur quelle pratique on va se baser? Donc, on étudie l'appel d'offres, on dit c'est réaliste ou pas, et on s'engage dessus. C'est marrant parce que je vais apporter une autre facette de la réponse, parce que c'est là où on est complémentaires, et je voulais que Fouad soit avec nous ce soir. Aussi, parce que c'est là où, moi, par exemple, sur l'exploitation, comme on l'a dit, en anticipatif, on va connaître de mieux en mieux le bâtiment en amont, mais en exploitation, plus on est dans les locaux, plus on connaît le bâtiment aussi. Donc ça peut marcher aussi dans l'autre sens quand on a une exploitation à moyen terme ou long terme. Plus on connaît les locaux, plus on connaît l'utilisation des locaux, plus on va pouvoir mieux l'exploiter. Et l'idée aussi, c'est d'améliorer donc cette qualité au jour le jour, mais aussi peut-être réduire des coûts cachés qui vont être liés à des demandes ou des plaintes liées, par exemple, là aujourd'hui dans les workplaces, dans les open space, dans les lieux de travail, on se rend compte que si on n'a pas adapté correctement cet espace, eh ben, on va créer des surcoûts liés à de la transformation, de la rénovation. Et en fait, le fait de connaître de mieux en mieux le local va permettre une exploitation de meilleure qualité et éviter certains coûts cachés. Si c'est en anticipatif, ben, par exemple, on va prévoir assez de luminaires, assez de RJ45, assez d'éléments qui vont permettre une meilleure utilisation. Et si c'est du poste pendant l'exploitation, on va adapter avec des éléments peut-être moins modulaires, mais on va adapter l'exploitation pour qu'on ait une bonne qualité d'exploitation. Donc, en fait, c'est vraiment la connaissance du bâtiment va permettre une optimisation des coûts, que ce soit en amont via des appels d'offres et la prise en compte dans les concepts, ou peut-être des fois en aval avec l'expérience, des coûts cachés, parce que c'est ces coûts cachés qui coûtent cher aussi dans la vie du bâtiment et qu'on ne peut pas anticiper en phase de conception et de construction. Et c'est là où on rentre un peu dans une boucle très intéressante, en tout cas dans nos métiers. On fait de l'anticipatif, on donne des prévisions, on rentre après dans l'exploitation, donc où on voit d'autres optimisations, et ça revient donc sur de l'anticipatif pour d'autres mandats, etc. Où on se dit, voilà ce qu'on a fait, ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché. Donc on rentre dans une boucle assez vertueuse. Et pour répondre à ta question, mais réellement avec un exemple précis, on a connu un cas sur le remplacement de lecteurs de badge pour des portes automatiques sur un site. Et en fait, on a un coût qu'on anticipe et qu'on a vu. Bon, on n'était pas en FM anticipatif sur ce projet-là, mais n'empêche, on peut se pencher sur le dossier. On avait un coût d'installation, donc de à peu près 100 000 francs, et un coût de maintenance. Mais en réalité, au-delà du coût de maintenance, qu'on s'est rendu compte après, en exploitation pure, c'est on doit avoir une licence logicielle qui n'est pas prévue, une licence hardware, le paiement également des mises à jour. Donc on rentre sur ce que disait Michael, donc les coûts cachés qui sont réellement un point assez fort et assez lourd dans ce type d'exploitation. Et on s'est dit, en fait, prendre uniquement la maintenance et prendre uniquement l'installation ne se limite pas à ça. Donc on a fait de l'anticipatif, on a réduit un peu les coûts pour anticiper ces coûts-là, mais l'exploitation pure a ressorti encore des coûts cachés sur lesquels, après, en bonne pratique, sur d'autres mandats, on dit attention. Là, par exemple, vous allez être bloqué parce qu'il n'y a pas de open source. Donc, si vous voulez faire une extension de votre bâtiment pour que les deux logiciels après communiquent, pour ne pas avoir deux types de clés, 2 types de lecteurs de badge, il faut faire attention. Donc, vous êtes plus ou moins bloqué sur ce projet-là, à moins de trouver une technologie qui communique, et ça, c'est assez compliqué. Donc, le coût caché au cas où si je fais un investissement plus grand, le coût caché de se dire le remplacement de ces lecteurs de badge, combien ça va me coûter, donc, parce qu'on passe sur du hardware, la mise à jour. Donc, tout ça, c'est là où on rentre dans une récurrence assez importante. On anticipe, on voit ce que ça donne, ce qui donne revient sur de l'anticipatif, jusqu'à le chemin complet de se dire, OK, on a parcouru tout le dossier, on sait ce que c'est, et c'est là où on maîtrise le métier à 100%. Et c'est là où nous, en tant que service provider externe, avec la multitude de projets autres, on arrive avec une expertise qui va réduire les coûts, qui va optimiser les situations, etc.
Du coup, je profite de votre expérience ou deux. On entend souvent dire que quand on construit un bâtiment, le coût de la construction représente 20%. Après, le reste, c'est 80%, c'est justement le FM. Est-ce que, selon votre... pour le coût total donc, de tout le cycle de vie du bâtiment, voilà, la construction coûte 20%, et le reste, c'est de la maintenance, c'est du FM, autre chose. Est-ce que ce rapport est juste ? D'une manière générale, il est juste, Il est parce juste, qu'un bâtiment, il va vivre une vingtaine, trentaine d'années, voire plus, enfin, souvent même beaucoup trop plus. Et du coup, forcément, les coûts s'accumulent. L'idée, en tout cas... Du coup, si tu pars sur un bâtiment, allez, je dis 1 milliard, pour simplifier le truc. Donc, ton bâtiment coûte 1 milliard au total, tout le cycle de vie. Donc, ton bâtiment représente 20%, donc ça fait 200 millions. Donc, pendant les cycles de vie, tout le reste du bâtiment va coûter 800 millions. Alors, si on part sur un processus linéaire, moi, j'aurais envie de te dire oui. Si, pour un bâtiment de 200 millions, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des coûts et des charges derrière qui suivent. Après, dire c'est... c'est sur la durée de vie. J'entends bien. C'est sur la durée de vie d'un bâtiment. Après, on est sur quel type d'échelle ? Dire, les 800 millions, c'est de l'exploitation chaque année, etc., pour lesquels aussi il faudrait trouver des optimisations, etc. Donc, moi, j'aurais tendance à te dire oui, la proportion n'est pas erronée, mais ça aussi, tu peux le voir toi-même sur l'échelle de ton propre appartement. C'est-à-dire, tu as un investissement, si tu achètes un appartement, par exemple 100 000 francs, il faut se rendre compte que plus tu as l'appartement, donc il va s'amortir, il va prendre de la valeur, certes, mais à un moment donné, toutes tes charges et tout, si tu les accumules année par année, on imagine que ton appartement, tu le gardes 50 ans, que tu le donnes à tes enfants, etc. Si tu fais la somme, et à un moment donné, le ratio des deux est complètement rééquilibré, voire beaucoup plus conséquent. Je ne parle pas du prix de revente, mais c'est là où il faudrait réellement pour vulgariser, encore une fois, rééquilibrer les différentes échelles. Tout à fait, sachant que dans ces prix d'exploitation, c'est là où, dans l'exploitation des phases de vie du bâtiment, nous, on est un peu biaisé, en tout cas, quand on met tout dans l'exploitation, c'est qu'il y a des rénovations et des transformations. Et souvent, dans ces 80% qui sont vrais, d'une manière générale, on va avoir ces phases de rénovation, de transformation qui sont aussi prises en compte dans l'exploitation, alors que c'est des cycles de vie du bâtiment qui sont différents. Sachant que même des fois, les prix, juste pour parler des phases de vie du bâtiment, même le coût de démolition, on le met dans l'exploitation. On le met dans l'exploitation, c'est vrai. Alors, il ne devrait pas être. Ce sera autre chose. Si on prend vraiment une vie du bâtiment, si on prend une dénomination SIA 416, par exemple, qu'on prend une salle, si la salle change de fonction principale utile, si ma kitchenette devient un bureau... On n'est plus dans l'exploitation, on est dans le projet. On n'est plus dans l'exploitation d'une kitchenette, mais dans l'exploitation d'un bureau. Donc en fait, son cycle de vie, sa transformation, son aspect en termes de local a changé. Donc on lui a donné une transformation. Donc il a une nouvelle vie quelque part. Et sauf que nous, dans cette phase un peu très simple, conception, construction, exploitation qui est jusqu'à la fin, on nous met tout dans cette phase d'exploitation aussi. D'accord. Mais après, si je prends encore une analogie un peu plus simple qu'on connaît tous au quotidien, parce que quand même, j'ai pris l'analogie de l'appartement qui prend de la valeur, etc. Donc ça se rapproche, mais c'est pas le plus concordant. C'est par exemple quand tu achètes ta voiture, tu dis voilà, je l'achète 15 000 francs. Après, c'est là où c'est comme dans un bâtiment, c'est un coût, c'est une charge. Donc tu as chaque année ou tous les 2 ans, 3 ans, tu as les révisions à faire, tu as les pneus, etc. Donc sur ton échelle de temps, tu peux dire que ma voiture, en plein, l'assurance que tu payes tous les ans, les plaques, les amendes que tu prends parce que c'est inattendu. Je ne paye jamais d'amende. Je mets le régulateur de vitesse. Non, mais voilà, parce que c'est du inattendu. Donc, c'est même la vie d'un bâtiment, c'est pareil. Donc, tu te dis, ma voiture, je l'ai achetée 15 000 francs. En réalité, au bout de 10 ans, ma voiture elle m'a coûté fois 4. Donc, voilà, si tu fais la somme, grosso modo, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est la vie même du bâtiment va voir un ratio
beaucoup plus conséquent que la construction. Donc en fait, le rapport est juste plus ou moins. Et il est plus ou moins juste. En tout cas, d'expérience, nous, on dirait que c'est juste. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des types justement d'ouvrages où justement la charge exploitation est beaucoup plus élevée? Je pense peut-être à un site industriel, à un hôpital, des choses comme ça où les renouvellements peut-être d'appareils ou d'équipements est vraiment intensif, où justement ce ratio plutôt d'être 1 pour 4 ou 1 pour 5, ce serait plutôt 1 pour 10 ou 1 pour, je sais pas, 30. Vous avez un petit peu des... Parce que, encore une fois, c'est pour dire peut-être que pour des bâtiments de ce type-là, en fait, l'importance du FM est encore plus élevée, en fait. Alors, il y a une certaine précision quand même. La tendance, elle va sur le fait de moins... En tout cas, la tendance réelle, même des propriétaires, etc., c'est on réemploie plus, on utilise le maximum, on utilise vraiment des produits qui essayent de durer le plus longtemps. Donc, vraiment le moins de remplacement possible. Après, d'un point de vue ratio, il faut différencier encore une fois deux secteurs. Donc, si on prend le secteur privé, donc le logement, sur lequel aussi on travaille, du facility, et les métiers réellement, donc hors privé, donc de l'industriel ou des bureaux. Donc, quand on bascule sur du logement, il y a une certaine particularité, c'est que ça touche réellement directement les charges du bâtiment qui sont réimpactées aux locataires. Donc, c'est la tendance à remplacer le ratio, je ne le connais pas, mais j'imagine que c'est beaucoup moindre que dans une zone de production, par exemple en pharma, où on ne peut pas garder une machine dont le risque est de tomber en panne beaucoup plus élevé qu'une nouvelle machine. Donc, on rentre dans notre politique. Donc, de se dire, voilà, il faut qu'on remplace plus souvent, il faut qu'on fasse des maintenances plus régulières, il faut que... Donc, on n'est pas sur les mêmes échelles. Donc, les ratios, ils sont extrêmement différents d'un milieu à un autre. Si je prends, par exemple, également dans l'hôtellerie, où le confort et la qualité du service est différencié entre un 3 étoiles et un palace. Donc, sur un palace, donc les services généraux en interne, ils sont beaucoup plus dans l'entretien, dans le remplacement à neuf, et même si aujourd'hui, on est plus dans le réemploi, dans le recyclage, etc. Donc, c'est une économie durable qui est rentrée un peu dans les activités et dans les mœurs. Une autre échelle d'hôtel serait sur ses budgets à lui de se dire, OK, moi j'utilise typiquement mon ascenseur jusqu'à, entre guillemets, une fin de vie. C'est-à-dire, plutôt qu'un palace où il faut parce que pourquoi je parle des ascenseurs? Parce que dans un hôtel, c'est parmi les points clés, voire le plus important. Comment on monte les bagages, le service, et dire, c'est vraiment... donc l'entretien des appareils est vraiment clair. Donc, d'un point de vue investissement, ce ratio-là, il est différent sur l'objectif total de l'entreprise. Après, d'une manière générale, les sites de production sont beaucoup plus énergivores. Comme il l'a dit, souvent, il y a des 2.8, 3.8. Enfin, il y a l'énergie qui est en constante utilisation. Et aujourd'hui, c'est un peu le défi qu'on a, surtout depuis ces derniers temps, où l'énergie devient un coût très important. Et c'est sûr, d'une manière générale, la production, mais ça n'empêche pas que dans des bâtiments administratifs, c'est aussi une problématique. Pendant le Covid, on a dû arrêter certains bâtiments. On a vu que quand les personnes n'étaient pas là, on avait des taux on va dire, d'optimisation énergétique assez importants, que ce soit aussi bien sur les sanitaires que sur l'électricité. Donc, on se rend compte que la consommation est importante. D'ailleurs, les cantons, on voit qu'ils font de gros efforts pour donner les bonnes pratiques. Et on voit que certaines fois, en tout cas pour l'hiver dernier, on a commencé à avoir des réductions aussi, parce que les gens font attention au chauffage, des bonnes pratiques qui n'étaient pas faites avant. Les lumières aussi. Et puis, on voit des factures énergétiques qui réduisent. Donc, oui, il y a... Et forcément, plus le lieu est utilisé, plus le lieu appelle à de l'énergie, plus le lieu énergivore, plus ça coûtera. Alors, du coup, on a parlé du FM, les FM anticipatifs. Maintenant, dans les FM, forcément, il y a des
le bonne définition d'un FM, c'est FMR. Plutôt ça? Facility Manager, plutôt? Ouais, on dit FMR, c'est les personnes qui travaillent un peu dans le facility Ok. management. Genre, on le trouvera pas dans le dictionnaire, ce mot. On va pas le trouver. Mais on Ok. se dit oui, un FMR pour simplifier un peu le. Ouais. On ne peut pas dire c'est facility des manager, anglicismes. c'est du Ça veut dire langlicisme. que voilà, le facility management en soi, c'est pas un terme francophone. Ouais, le terme francophone du facility management, si je dois encore une fois le vulgariser, ça serait les services généraux. Hein. C'est comme ça dans les métiers, on le définit. Mais en réalité, les services généraux, le trait, il est tiré très vite sur de la partie technique, donc responsable, technique, etc. Donc mais on peut dire FMR. FMR. Donc, FMR, du c'est coup, bien. les FMR, ils font quoi? Alors, ils font beaucoup de gestion. Alors, le facility manager en soi, il est l'interface entre l'entreprise qui fournit les activités et le client. Donc, c'est réellement le facility manager, comment le décrire assez simplement, parce que quand même, il a une diversité de métiers. Moi, je dirais que c'est vraiment l'image de l'entreprise pour laquelle il travaille et pour laquelle aussi il doit donner une bonne image du client au collaborateur. Donc en fait, il est un peu dans un triangle amoureux assez complexe. Il doit à la fois donner, j'allais dire du plaisir, mais non, non, mais satisfaire en interne, mais également satisfaire le propriétaire, parce que quand on est sur la partie services généraux, en interne, on est même... on a des clients, c'est-à-dire nos collaborateurs, nos collègues, c'est nos clients. C'est-à-dire, c'est comment je peux fournir une belle image une image de qualité de l'entreprise. Alors, je ferais très attention sur le terme éphémère parce qu'en fait, il l'a très bien dit, Fouad, c'est une relation contractuelle en fait, qui peut être aussi internalisée. Hein, il peut avoir un éphémère en interne, mais par exemple, quelqu'un qui est de la technique du bâtiment n'est pas forcément un éphémère. Pareil pour le nettoyeur, il ne va pas être un éphémère. Le éphémère, c'est celui qui va représenter vraiment le contrat, la définition du contrat et comment l'organisation s'est définie autour des rôles du facility management et il va représenter cela. Que ça soit aussi bien pour le propriétaire, le mandant, peut-être pour l'AMO, s'il a un facility management anticipatif, ou sur des problématiques de rénovation ou autres, et de ses collaborateurs. Mais ce n'est pas tous les métiers qui sont dans le facility management qui sont des FME. Le facility manager va être celui qui va être garant, en fait, vraiment de cette relation contractuelle qui a été définie d'un point de vue organisationnel. C'est très important parce que dedans, on va des fois mettre certains éléments qui ne vont pas l'être quelquefois. Donc c'est pour ça qu'il va être contextuel et adapté. Donc si je comprends bien, un FMR ou un Facility Manager, c'est un peu le maître d'orchestre qui va en fait lui dire j'ai une demande client, je sais que j'ai certaines contraintes du propriétaire, j'ai des services à disposition, alors internes ou outsourcés. Et puis finalement, en fonction de tous ces inputs-là, c'est lui qui va dire tel et tel service doit intervenir pour oui ou non répondre à la demande du client. C'est tout à fait interne ça. ou externe, en fait. C'est ça. Exactement. Et c'est lui qui va dire attention, c'est dans le contrat, c'est pas dans le contrat. J'ai pas ces compétences en interne, ça n'a pas été défini. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que c'est un avenant de contrat? C'est pas un avenant de contrat. Donc il va vraiment être garant de ces relations-là. Et il va permettre d'optimiser ou pas. Tenez, peut-être que vous avez des choses qui peuvent être faites par un nettoyeur qui va être un aide jardinier, tiens, d'un coup, ou un aide handyman. Et il va pouvoir le définir selon les ressources, les moyens qu'on a définis ensemble, ou qu'ils ont définis ensemble avec le propriétaire ou le mandant. Donc c'est très bien dit, c'est très bien résumé. Ouais. Ok, mais du coup, il faut avoir certaines qualités. Il faut être aussi, alors je dirais pas empathique, mais très diplomate ou très... Il faut être très diplomate, il faut être empathique, il faut être polyvalent, je pense. Il faut toucher à beaucoup de métiers. Donc connaître un peu toute la technicité de chaque métier. Technicité au sens large, hein, c'est pas forcément d'un point de vue technique, mais aussi de la technicité humaine et de l'approche qu'on en fait. Moi, je pense que la plus grande qualité, ça serait
l'écoute, parce que, encore une fois, moi, je le mettrais au cœur de plusieurs acteurs, de parties prenantes, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, mais qui ont le même intérêt. Et lui, il doit vraiment, comme tu l'as dit, vraiment, c'est un chef d'orchestre, il doit faire sonner la musique. Et moi, j'aime bien le dire aussi très souvent, c'est un facility manager, pourquoi ça serait un chef d'orchestre? Parce qu'il ne connaît pas forcément comment jouer du violon ou jouer de la guitare, etc. Mais il connaît la musique. Donc, il sait comment ordonner tout pour que tout marche bien et que tout fonctionne. Donc, c'est ça où, pour moi, sa plus grande qualité, ça serait cette polyvalence-là, cette technicité-là, et le côté forcément humain après, parce qu'il est dans les interactions tout le temps. Hein. Tout le temps, client, interne, externe. Ouais, justement, client, interne, externe. Interne, externe. Ouais. Avec les personnes, je veux dire, toutes les activités outsourcées. Les fournisseurs et autres choses. Les fournisseurs. Ouais. Et cette polyvalence-là, elle est très, très complexe, très demandée. Et elle n'est pas simple à trouver, en tout cas, parce que c'est une compétence réellement soft. Hein, Moi, j'ajouterais quelque chose, parce que là, on parle du genre idéal. Hein, on définit le genre idéal, c'est un peu compliqué, ou la femme de ses rêves. Mais par contre, si on prend d'une manière un peu plus pragmatique par rapport aux besoins, c'est quelqu'un qui serait retranscrire la vie du bâtiment. C'est-à-dire, le bâtiment, on l'a défini dans un contrat, et cette personne-là doit retranscrire la vie du bâtiment pour que le bâtiment puisse être le plus facilement retranscrit à travers une personne et ses services d'une manière fiable, optimisable. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a une gestion des coûts quand même, mais aussi qualifiable, avec des qualités. Et cette personne-là peut être différente en fonction de la vie du bâtiment et ce qu'on recherche au travers du bâtiment. Si on a un bâtiment qui est une organisation internationale, on va avoir quelqu'un d'extrêmement médiateur et qui comprend et peut-être moins technique. Et si on a un bâtiment qui doit avoir des chambres froides ou qui a un lieu de production, bah là, on va attendre quelqu'un qui a un profil peut-être plus technique dans ces métiers-là. Donc, c'est important aussi de mettre le curseur là-dessus, parce que le facility manager ne va pas forcément être quelqu'un d'extrêmement technique ou d'extrêmement médiateur ou d'extrêmement commercial en fonction des besoins. Si le facility manager il doit représenter une zone commerciale, il sera plutôt à profil commercial. Donc, il faut aussi se rendre compte de cela, parce qu'on est emmené à gérer des bâtiments qui ont des fonctions attendues différentes aussi. Et puis, comment vous deux, vous êtes devenus justement facility manager un petit peu et puis, comment on devient facility manager finalement? Je te laisse répondre, Michael. Parce que moi, en réalité, je ne suis pas facility manager. Je suis chef de projet dans le secteur du facility management. Mais bon, ouais, parce que je t'ai dit, je te laisserai répondre, mais je suis en train de répondre. Je suis désolé. Non, alors, moi, j'ai eu de la chance de travailler... d'avoir déjà des casquettes qui sont différentes, mais mon premier travail était de travailler dans un outil qui s'appelait PLM, mais dans la construction métallique. Et on était entre l'import des dessins depuis Tekla et autres jusqu'aux machines CN, et on devait faire ces flux un peu de données et de dessins pour la construction métallique, justement. Donc j'ai commencé par là. Et après, j'ai rebondi dans le conseil, dans la gestion de projet, le Lean Six Sigma, TRIS pour l'innovation et tout. Et après, je suis tombé dans les métiers de facility management, et c'est là où toutes mes casquettes ont été tac, 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 et je suis devenu un profil un peu hybride parmi ces gens-là, parce que j'étais dans une conception de la vie du bâtiment, la conception organisationnelle, etc. Et moi, je me suis complètement retrouvé, parce que j'ai dit, mais en fait, c'est génial d'avoir tous ces atouts pour l'exploitation du bâtiment. Et après, encore plus, ce qui m'a encore le plus plu, c'est que j'ai pu parler avec des gens que les gens du bâtiment n'arrivaient pas à parler, donc avec les concepteurs, avec les maîtres d'ouvrage, parce que j'avais mes casquettes précédentes. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a permis, à moi en tout cas, de me retrouver bien dans ce secteur d'activité. Et c'est ça qui est intéressant, je vais le dire à Michael, c'est le bon profil, parce qu'il parle de plusieurs casquettes. Donc comment on tombe dans le facility manager, dans le métier de facility management? Par exemple, si on a plusieurs casquettes sur plusieurs activités, ça devient vraiment très, très riche et très intéressant dans le milieu. Parce que quelqu'un qui a vu un peu de tout, pas forcément vraiment dans le détail, en profondeur, mais c'est toujours aussi bien, hein, mais ce type de casquette peut être un profil super intéressant
pour le facility management parce qu'il va toucher à quasiment tout. Vraiment, si on part encore une fois sur un prisme assez large, donc on peut basculer du nettoyage jusqu'à du technique pur sur de l'installation de CVC dans un milieu pharma. Donc c'est vraiment très large où il faudrait faire peut-être des analyses également en Lean Six Sigma, etc. Donc c'est assez super. Donc pour tomber dedans, il faut avoir une multitude de casquettes et se dire, moi, j'ai pas envie d'aller dans une expertise. Par exemple, en horlogerie, je suis quelqu'un qui travaille uniquement sur les cadrans, donc je suis un expert spécialiste dans le cadran. C'est-à-dire, ce n'est pas le type de profil qui risque de tomber après dans le facility. Après, pourquoi pas, hein, ça reste quand même de l'expertise qui est assez demandée. Moi, pour compléter un peu Michael, moi aussi, j'ai eu pas mal de casquettes assez différentes. Le facility, là où ça a beaucoup de charme, c'est vraiment sur ce côté-là où on se dit, je ne me limite plus à un corps d'état dans le bâtiment, dans l'immobilier, etc. Mais je suis réellement sur plusieurs corps d'état, je suis réellement sur plusieurs activités. C'est là où ça ouvre pas mal de portes. Et puis après, pour compléter ça, parce que comme j'ai dit, on n'est pas des personnes, il n'y a pas de personne idéale, il n'y a pas de personne connaissée, de pouvoir justement avoir cette humilité de se dire, je sais de quoi il parle, mais l'expert pour les ascenseurs, c'est un tel. Je sais de quoi ça parle, mais l'expert du CVC, c'est cette personne-là. Et l'idée de pouvoir aussi se challenger, parce qu'on est non expert, mais quand même sensible, assez vertical, mais il y en a plein dans le facility management, et parce qu'on est intéressé aussi à l'utilité finale pour l'utilisateur, le mandataire, le propriétaire. Donc ça, c'est cette sensibilité-là qui doit être chez le facility manager, en ayant toujours en tête cet aspect commercial et technique qui sont liés à la vie du bâtiment, quoi. Donc, en réalité, beaucoup de curiosité. Moi, je dirais vraiment ça, c'est vraiment être très curieux. C'est ça, la base. Quand on est curieux, on peut basculer très facilement dans le côté, je dirais pas obscur, mais le côté assez sympa du facility. Ok, et c'est cette motivation-là que vous avez enfin, pour devenir FMER, cette motivation-là que vous avez fait devenir dans cette profession? Oui, en tout cas, pour ma part. Moi, c'était énormément de curiosité, énormément aussi d'ouvrir un peu mon prisme de compétences sur vraiment beaucoup plus d'activités, ne pas se limiter à vraiment, comme je le dis, à un seul corps d'état de métier dans le bâtiment, dans l'immobilier, mais vraiment de se dire, voilà, j'ai la chance, grâce au Facility, de discuter le matin de problématiques techniques sur la climatisation ou le chauffage d'un bâtiment en pharma, et l'après-midi, je passe dans un site de médias où on discute sur la conceptualisation de la gestion des déchets qui va être fait sur un nouveau bâtiment. Donc c'est ça qui... Et découvrir des métiers, par exemple. Moi, je n'étais pas du tout, par exemple, sur les espaces verts. J'ai découvert des passions, des gens qui m'ont passionné aussi sur les espaces verts, sur les arbres, les audits des arbres, la tomographie, des choses que je ne me serais pas intéressé naturellement et qui sont pour moi des choses qu'on doit savoir parce que c'est l'environnement avec lequel on interagit. Et c'est vrai que à travers le Facility Management et de par la fonction de Facility Management, on doit s'intéresser à ces métiers-là et aussi faire intéresser des gens, par exemple, qui se moquent de la gestion des surfaces et leur donner l'amour des plans. Pourquoi est-ce qu'on aime les plans? Pourquoi il faut mettre sur plan? Des choses comme ça aussi, de pouvoir partager aussi ses passions aussi avec les gens sur des transversales, par exemple. Et du coup, ça vous fait quoi? Moi, de mon côté, j'entends aussi dire, certains de mon entourage, les personnes qui font du FM, les FMER, c'est juste des concierges du bâtiment. Ça vous fait quoi? Moi, sincèrement, c'est comment dire, c'est très limitatif, je sais pas si ça se dit, mais après faut pas trop en vouloir parce qu'on n'en fait pas forcément beaucoup de pub de nos activités, ça reste vraiment assez flou. Moi, sincèrement, si ma copine elle était là et que je lui expliquais ce que je fais, c'est-à-dire ça resterait quand même assez flou. C'est-à-dire je lui dis je gère un peu les bâtiments. Elle aura une vision très high level et très générale de mon métier. Donc même pour l'expliquer, après si je lui dis explique-moi ce que je fais, elle me dira je sais pas. Tu vois. Non mais et du coup je trouve ça assez limitatif, mais peut-être que c'est un problème de notre côté parce qu'on n'a pas assez sensibilisé sur les activités qu'on fait.
Après, la conciergerie donc, reste une verticale, comme dirait Michael, de plusieurs verticales. Donc ça reste, hein, c'est une partie de notre métier, mais ce n'est pas que notre métier. Alors, moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et, Moi, pas du tout. non, moi, c'est le métier de concierge est le métier de base. Et moi, j'ai énormément de respect pour les concierges, parce que mes parents étaient à leur façon des concierges. Tous les deux travaillaient dans le bâtiment. Donc, moi, au départ, comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai expliqué juste avant dans la question d'avant, c'est pas mes métiers de base à moi. Et ça m'a lié au métier de mes parents. Donc, ça m'a redonné de la valeur à ces métiers de base. Mais moi, en tout cas, je suis pas un concierge, je serais un très nul concierge. Et c'est pour ça que je suis content, de par mes fonctions additionnelles de facility management, de gestion de données, de gestion des coûts, de gestion des surfaces, de cette ingénierie facilitée, de pouvoir aider le concierge pour qu'il le fasse au mieux, qui était à la base le métier de mes parents. Et ça, c'est vraiment mon amour pour le FM, c'est que ça relie un peu mes vies, ou la vie de mes parents qui relie ma vie à moi. Et c'est des métiers, en fait, aujourd'hui, on l'a vu, j'ai adoré cette période malheureuse de pandémie parce qu'elle a parlé des métiers essentiels. Et ce rôle de concierge est un métier essentiel. Et moi, ça m'a fait aussi remettre en cause en me disant, mais il faut que j'aide au mieux ce concierge pour qu'il fasse au mieux ce travail. Par exemple, le concierge qui va prendre le soin, encore une fois, d'une école, qui fait le matin le nettoyage, qui s'occupe des fenêtres, qui s'occupe des tables pour les enfants, mais c'est tout simplement magnifique. Mais moi, comment dans mon rôle à moi d'ingénieur FM, par exemple, aujourd'hui avec le CAS, etc., comment je vais l'aider au mieux pour qu'il ait tout à disposition, qu'il n'ait pas de problème de santé, qu'il ait son planning qui soit à jour, qu'il soit remplacé. Et ça, c'est des choses que... Donc oui, il y a ces métiers-là, mais aujourd'hui, la complexité d'attendu dans la vie d'un bâtiment, on doit pouvoir aider ces gens-là à le faire au mieux. Et aujourd'hui, on doit pouvoir le faire au mieux sur plusieurs autres... et former aussi. Et c'est ça le facility management. Et c'est une grosse partie du facility management. Mais ça, on doit le faire retranscrire et transpirer aux différentes phases de vie du bâtiment, que ce soit de la conception à la construction, à l'exploitation, voire à la transformation, rénovation et démolition aussi. Je pense qu'il y a aussi en fait peut-être une mauvaise compréhension ou bien une idée ancienne de se dire, si on se projette ou si on recule 50 ans en arrière, avant qu'on ait énormément de données ou de moyens, on va dire, de mieux gérer les bâtiments, finalement, dans un petit quartier d'immeuble, quand on avait un problème, peu importe lequel c'était, un ascenseur qui n'allait pas, une lumière qui n'allait pas, la personne qu'on allait contacter, c'était le concierge. Puis finalement, c'est lui, s'il ne savait pas faire, qui appelait un électricien, qui appelait, on va dire, la personne qui était en charge de l'ascenseur, qui faisait venir peut-être un paysagiste. Donc, peut-être qu'historiquement, c'est un petit peu ça que les gens ont en tête. Puis maintenant, il y a énormément plus de services. Et puis du coup, la conciergerie est plus qu'une partie d'un ensemble, mais dans la tête des gens, peut-être que c'est ça qui est resté. Oui, c'est très probable. Hein. Moi, je dirais que même c'est peut-être forcément vrai. C'est d'être parti de l'image au début, voilà, quelqu'un qui aide à la vie quotidienne du bâtiment, qu'on a appelé concierge. Et au-delà de ça, donc ces activités, elles ont grossi peut-être petit à petit. Et c'est devenu après une multitude de métiers, une multitude de compétences. Voilà, il a fallu avoir des spécialistes, etc. Ou pour d'autres. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu cette généralisation-là qui est faite chez certaines personnes. Après, c'est la génération 4.0. Aujourd'hui, on a quand même... On parle de domotique, on parle de développement durable, on parle de plein de choses. Aujourd'hui, vous prenez votre appartement, votre chauffage, il s'allume tout seul, il s'éteint tout seul. Vous avez besoin presque d'un ingénieur pour pouvoir mettre... Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la green energy, enfin, il y a tous ces concepts-là qui sont en train d'arriver. Et puis, on a des gros défis vis-à-vis aussi du climat, du type de matériaux qu'on utilise dans nos logements, dans le bâtiment, si on parle juste à titre individuel. Donc, on est tous aussi conscients aujourd'hui que nos lieux de vie, la gestion des déchets, vous vous rendez compte, notre génération par rapport à la génération de nos enfants, par rapport à ne serait-ce que la nôtre et ceux de nos parents, on voit qu'on gère les décès complètement différemment. Je pense qu'on est en train de remettre le curseur sur nos types de vie. Donc, on peut comprendre l'importance du FM quand on voit comment nos vies changent aujourd'hui, où elles commencent à changer dans un sens un peu plus, on va dire,
pas bienveillante, mais qui évolue avec nos technologies et les besoins de la planète. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte que oui, le concierge est quand même concierge ingénieur. C'est bien plus. Mais voilà, moi c'était simplement, je me dis, pour certaines personnes, peut-être qui sont pas dans le domaine de l'industrie, qui finalement sont pas du tout sensibilisés à ce métier. Je veux dire, nous on est dans la construction, etc., on a ces problématiques, mais quelqu'un qui va travailler dans un magasin, puis qui le soir rentre chez lui, puis qui voit que son bâtiment où il habite, quand on parle de facility manager, il a peut-être pas d'idée qu'il y a toutes ces tâches derrière. Oui. À cause de nous, il va demander à son concierge beaucoup plus de choses. Alors. T'es un ingénieur. Tu peux venir me régler ma domotique à la maison, s'il te plaît. Il y a mon ascenseur qui me parle pas. C'est pas normal. Mais c'est clair. Il n'y a pas de robot pour les espaces verts devant le bâtiment, c'est pas normal. Mais il y a une multitude, c'est clair. Toutes les disciplines, je trouve, se complexifient. On a de plus en plus justement de connaissances aussi, larges à avoir. Donc c'est clair qu'il faut des rôles aussi transverses pour ça. Et puis justement, comment on commence une relation entre un propriétaire et une équipe FM? Comment ça se passe en fait le lancement d'un projet FM? Lorsqu'on est en démarrage de contrat, de mandat, ou en amont c'est-à-dire pendant une phase d'appel d'offres, pendant le démarrage? Je pense vraiment que, par exemple, vous avez fait l'acquisition du mandat, et puis finalement, il faut faire peut-être, je sais pas, un audit de comment fonctionne le bâtiment, puis commencer à mettre en place les choses. Ça, franchement, j'ai aucune idée de comment ça se passe. Alors, on a une phase qu'on appelle une phase d'implémentation. Donc voilà, on a gagné le mandat, donc il faudrait commencer, typiquement, par exemple, le 1er juin, on a gagné le mandat le 1er janvier, donc on a 6 mois d'implémentation. Donc là, on passe sur des phases de collecte de données. Donc réellement, c'est comment on fait sur place, quelles sont les activités, etc. Donc vraiment beaucoup de collecte de données. Après, on bascule sur une phase d'analyse. On dit, OK, ils font ça comme ça. Bon, c'est pas mal, c'est une bonne pratique, etc. Nous, on a plutôt ça, donc on va réadapter ça. Donc, on a toute une phase pendant 6 mois où c'est vraiment ce qu'on appelle de l'implémentation, le nombre de ressources qu'on aura réellement besoin, parce que durant un appel d'offres, c'était sur un estimatif, c'était sur un... Voilà plus ou moins les activités, il fallait gagner l'appel d'offres. Donc après, il y a réellement le concret et le réel. Et là où on définit du coup les ressources, et on définit également des concepts spécifiques pour le site. Donc voilà, pour ce site-là, pour faire le piquet, il faudrait de tels horaires à tels horaires, parce que le bâtiment, il est également ouvert le week-end, etc. Donc on réadapte des concepts. Et le jour J de commencement du mandat, normalement, tout est bien fait. Les ressources sont là, les concepts sont bien définis, on a compris les activités aussi du client, c'est assez important, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, appliquer ce qu'on fait dans un secteur agroalimentaire, comme dans un secteur du média ou un secteur pharma. Ce n'est pas possible. Donc il faudrait vraiment personnaliser, faire vraiment du sur-mesure pour chaque client. Donc cette phase-là, elle est super importante. Après, ça commence toujours par du doute du client, des équipes sur place ou des anciennes équipes qui étaient sur place. Donc on suit un peu un schéma très classique du doute, est-ce qu'ils vont réellement faire le boulot, où il y a beaucoup le changement doit vraiment être intégré, même nous, dans notre implémentation. C'est-à-dire, c'est comment... Parce que appliquer des métiers sur le papier, ça a l'air simple, mais quand on a des personnes en face et un client en face, c'est assez compliqué. Donc ce change management-là, des mentalités, de la partie réellement humaine, c'est de faire accepter aux personnes que, par exemple, on ne va plus faire ça comme ça, on va le faire comme ça, parce que c'est la bonne pratique, c'est ce qui est demandé au contrat, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc ça commence par du doute, et après, généralement, si tout se passe bien, c'est la relation propriétaire-client, elle évolue dans le bon sens. En tout cas, c'est notre but. Okay. Vous mettez quoi comme méthode, comme processus de travail pour arriver à ce point-là? Alors, le processus, c'est-à-dire c'est le processus d'implémentation, comment il... encore une fois, c'est vraiment au tout début, c'est de demander au client toute la donnée qu'il a à disposition. Donc, que ça soit d'un point de vue de ce qu'il faisait avant comme activité, comment il gère, par exemple, on peut lui demander comment il gère le courrier sur site. Donc là, il doit nous donner de la data, il va nous dire ça n'existe pas, on ne fait pas, on en discute, il faut demander à telle personne, etc. Donc c'est vraiment, si je dois faire un parallèle, c'est
on est comme si on était dans un projet Lean Six Sigma un peu. C'est vraiment de se mettre sur le terrain, de collecter toute la donnée, d'analyser la donnée, donc toute la partie measure et tout. Donc vraiment d'analyser toute cette partie-là et à ce moment-là de se dire « Ok, on va implémenter ça ». Et généralement, on est dans une échelle de 3 à 6 mois. Hein. Donc ça commence par de la collecte de données, de l'analyse de données, de l'implémentation et après on met ce qu'on appelle les concepts. Donc c'est des procédures de contrôle un peu de tout ce qu'on a décidé de mettre en place. Donc il y a toute une partie en fait de compréhension déjà du fonctionnement du client et puis aussi de sa relation avec peut-être des clients externes et ses locataires ou son produit. Exactement. Ouais. Cette partie-là, elle est. C'est pour ça qu'on insiste sur la thématique du facility management anticipatif. Ouais. C'est que si il n'y a pas un profil comme ça en amont lors de l'appel d'offres, parce que généralement, nous, on est en face d'une appel d'offres. Hein, on a des données quantitatives, qualitatives, des fois des données qualitatives avec des cahiers des charges fonctionnels, mais qui ne sont pas forcément très définis, où on ne voit pas vraiment où le client veut aller derrière. Donc, on sent qu'il n'y a pas ce travail de facility management en amont. Oui. Et ça devient très pénible pour l'implémentation parce qu'on est tous un peu biaisés. Et du coup, quelquefois, les temps sont très courts, donc 3 mois. Et pour faire quelque chose de viable par rapport aux éléments à disposition, c'est quelquefois de la mission impossible. Et l'entreprise qui a gagné, entre guillemets, est face au mur, face à ce qu'elle s'est engagée. Et c'est pour ça que le facility management anticipatif est très important parce qu'il va permettre, en fait, de par un ingénieur FM ou autre en amont du processus, il va permettre de garantir que l'implémentation peut être continue, peut-être avec une continuité derrière. Et non parlons même pas s'il n'y a pas de données BIM ou autre. Mais du coup, justement, quand ça se passe entre guillemets mal, c'est quoi le processus? Parce qu'à un moment donné, vous êtes obligé d'avancer, de donner quelque chose. Alors, quand ça se passe mal... Ça passe mal. ça se passe assez souvent mal. S'il n'y a pas eu de données BIM, s'il n'y a pas eu de facility management anticipatif, ça devient très vite très compliqué. Ce qui est à l'avantage des sociétés de facility management, c'est les best practices. Généralement, elles ont l'habitude, donc elles déroulent ces best practices-là. Ce qui se passe encore beaucoup plus mal dans une organisation ou dans un lieu de vie d'exploitation, c'est souvent quand les personnes ne sont pas prêtes, cette conduite du changement, et qu'elle a été imposée de par le contrat. Là, ça peut se passer très très mal, même avec les bonnes pratiques. Et ça, c'est très compliqué pour une entreprise de facility management. Mais par contre, si on a dans la chaîne de valeur des gens qui sont formés, des gens qui ont pris la conscience, qu'on a des données, forcément, ça facilite. Mais si on est en manque de données, qu'on est en manque de personnes qui sont prêtes à travailler selon le contrat et l'implémentation de facility management, ça peut être très, très, très compliqué. Ouais. Ça peut arriver d'avoir des données erronées? Oui. En fait, du coup, vous faites comment le contrôle? C'est du coup, on reçoit les données, mais du coup... C'est là où on rentre dans un débat où, par exemple, les personnes qui ont répondu aux appels d'offres, typiquement moi, je suis reconvoqué durant des réunions pour réexpliquer pourquoi ça bloque, pourquoi ça ne marche pas. C'est assez particulier, mais ça arrive malheureusement assez souvent parce que quand on fait l'appel d'offres, comme disait Michael, parfois les données ne sont pas forcément complètes. Et nous, on doit quand même répondre à cet appel d'offres. Donc, on dit, par exemple, on nous donne les surfaces, on nous dit, voilà, donc nous, on regarde, ou même durant une visite, on se dit, OK, il y a telle surface, il faudrait, je ne sais pas, nettoyer telle zone, etc., respecter tel cahier des charges ou tel plan de maintenance qui a été donné par tel fournisseur. Et même généralement, parfois, on n'a même pas le nombre exact d'installations qui sont sur site, d'où l'intérêt de l'implémentation. Généralement, même dans la phase d'implémentation de collecte de données, nous, on a une bonne pratique en interne, c'est de recenser après tous les assets du site, mais littéralement quasiment tout. Il y a combien de signalétiques disponibles, il y a combien... Parce que généralement, quand on nous donne ce genre de données, malheureusement, peut-être avec le BIM, c'est et du coup, vous allez sur place, checker... Mais le problème, c'est que ça arrive post-appel d'offres. Parce qu'on a... Mais c'est ça le problème, c'est que, en fait, le but un peu, je dirais, tendancieux des appels d'offres et qui mérite à être amélioré, c'est la visite du site.
C'est-à-dire quand on nous dit, voilà, vous avez une demi-journée de visite du site, on est six prestataires, on arrive sur place, on a 2 heures pour le faire, donc visiter un site de 4000 m², vous pouvez savoir, en 2 heures, on a juste l'impression des dimensions, hein. On n'a pas forcément... La première façade. La première façade, donc c'est assez compliqué. Et après, en fait, la problématique par rapport à ça, c'est que on est en phase d'appel d'offres, on doit faire cette visite, et cette visite-là nous engage vraiment contractuellement à nous dire vous avez visité le site, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quel extra cost parce que vous pouvez dire que ça n'existe pas ou que je ne l'ai pas vu, etc. Donc ça mérite quand même dans nos métiers à être amélioré parce qu'une visite de site de 2 heures ne peut pas parcourir l'ensemble du dossier. Donc nous, en appel d'offres, on doit prendre certains risques, certains pourcentages de risques. Donc de se dire, OK, bon là, on connaît pas, par exemple, d'un point de vue technique, parfois on n'a pas les caractéristiques techniques des machines, donc on peut même pas contacter le fournisseur, on ne sait pas quel type de filtre ils utilisent. Donc on est vraiment sur et après, nous, heureusement en interne, on a beaucoup de benchmarks donc sur lesquels on peut se poser. Et après, en fait, quand on gagne l'appel d'offres, il y a la phase d'implémentation, et c'est là où on découvre pas mal de choses, et c'est là où généralement, pendant cette phase-là, il y a beaucoup de discussions et de conflits, et c'est là où il y a vraiment pas mal de confrontations, parce qu'on leur dit, voilà, en fait, vous nous avez donné une liste où il y a 40 installations, on a fait le tour sur site, post-appel d'offres, donc là, on en trouve 100. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais et après, c'est le retour qu'on nous fait, c'est vous avez signé la feuille comme quoi vous avez visité le site. Et c'est là on se dit, mais oui, mais on a visité le site, il était encore en construction, on n'a pas toute la data. Et c'est là où je remonte et je reviens sur ce que disait Mickaël. L'importance du FM anticipatif, c'est que l'FM anticipatif va dire, je sais que pour bien réaliser leur métier, pour éviter tout type de conflit, voilà tel type de données on a besoin, voilà de tel type de choses qu'il faudrait mettre dans l'appel d'offres. Il ne devrait pas être fait uniquement par des personnes qui étaient concernées par la construction, mais également des personnes qui vont être concernées par l'exploitation. Donc un FM anticipatif, c'est là où il aura un rôle important de se dire, attention, durant cet appel d'offres-là, on va avoir une panoplie de variantes de propositions, parce que chaque personne aura des sensibilités par rapport à ça. Alors que si on leur dit, voilà, en fait, le nombre d'installations est tant, il est prêt à varier de plus ou moins 20 installations, parce qu'aujourd'hui, on ne le connaît pas, chiffré par rapport à ça. Et c'est là où on éviterait le risque d'un point de vue propriétaire, d'un point de vue aussi facility management, parce que même nous, ce n'est pas forcément agréable de se retrouver et de se dire, écoutez, nous, on a répondu à un contrat avec un tel chiffrage, on a chiffré une seule personne. Là, aujourd'hui, vous nous dites que voilà, il y a tant de personnes, tant d'installations, donc on aura besoin de tant de personnes. Comment on fait? Les ressources en plus, etc. Donc c'est assez problématique, et malheureusement, et j'espère, en tout cas moi je suis convaincu que le FM anticipatif va limiter drastiquement ce genre de problématique. Après, il reste quand même le complément de la donnée. Il faut que la donnée existe, parce qu'on peut mettre de la FM anticipative et comment on la traite. C'est-à-dire, on peut avoir on se dit, OK, je mets du FM anticipatif, je mandate 2 chefs de projet, 2 ingénieurs, ils vont m'aider. Mais si nous, on arrive, on dit, elle est où cette data, elle est où ça, comment on sait, etc., et qu'il n'y a pas ça, et qu'il n'y a personne qui la traite derrière, ça risque d'être compliqué. Et puis, qu'est-ce qui est, du coup, ça c'est un peu dans les mauvaises nouvelles, mais qu'est-ce qui, pour un FMeur ou un chef de projet, qu'est-ce qu'il y a d'une bonne nouvelle que vous avez tous les jours? Enfin, ou qui vous ferait plaisir dans la semaine? Moi, personnellement, de mon côté, c'est de gagner des mandats. Ça, c'est toujours de super bonnes nouvelles. Après, des retours très positifs des clients aussi, on en a moins souvent que des retours négatifs, parce que c'est vraiment notre cœur des métiers fait qu'on résout des problèmes. Donc, notre métier, c'est des difficultés, c'est rencontrer des problèmes. C'est réellement notre métier. Donc, par extension, la difficulté vient sur comment la communiquer, comment la faire, etc. Mais une bonne nouvelle, elle commence toujours par un client qui dit « Ok, je fais confiance à ce prestataire », donc cette création de confiance. Et deuxièmement, c'est de se dire « J'ai fait confiance, il a fait la chose ». Donc, c'est au-delà de la confiance, c'est
je reconnais le mérite et l'activité de la personne. Donc c'est là où à 2 échelles, c'est ultra valorisant. Oui, à titre personnel, c'est 2 choses. C'est comment on va faire sans vous. Donc, je parle de l'équipe au sens large. Donc, récemment, je change de travail. Donc, j'ai ces genres de choses qu'on fait. Donc, c'est très agréable parce que ça veut dire qu'on a emmené un service. On a emmené un service complémentaire qui fait que les gens ont du mal à l'imaginer sans vous. Et puis après, la deuxième chose un peu moins égoïste, c'est on a toutes les données qu'il faut pour pouvoir continuer et assurer la vie du bâtiment. Voilà, c'est vraiment ces 2 points-là, pour moi, en tout cas, pour l'avoir vécu récemment en partant, c'est des choses qui sont appréciables et qui me disent, oui, c'est des bonnes nouvelles. Merci d'avoir écouté la première partie de cette interview avec Michael et Fouad. Nous le remercions de cette conversation plus que constructive et on espère que ça t'a plu. Si tu as des conseils, des thèmes ou des personnes que tu aimerais entendre, n'hésite pas à nous le faire savoir. La suite de l'interview arrive dans le prochain épisode. À bientôt.